Gilles Paris, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous avez écrit 4 romans, je n'en ai lu que 3. Le dernier est sorti en janvier 2014. Il s'appelle L'été des Lucioles, il est sorti chez Héloïse d'Ormesson. Tout à fait. Comme dans vos autres romans, on retrouve un narrateur enfant de 9 ans. Pourquoi 9 ans? Est-ce que c'est un âge charnière pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est vraiment un âge charnière. C'est un âge, en fait, si vous voulez, c'est presque un âge de mue, en fait, parce que un enfant de 9 ans, à la fois, peut parler comme un bébé et peut sortir des phrases incroyablement adultes, du fait aussi, très souvent, de ce qu'il entend autour de lui, que ce soit à l'école, que ce soit auprès de ses parents. Donc, c'est un langage en perpétuelle évolution. C'est très amusant, d'ailleurs, de travailler sur cette langue. Ça fait presque 40 ans maintenant que j'y travaille, puisque j'ai commencé par écrire des nouvelles quand j'avais 12 ans. J'utilisais déjà la voix d'un enfant de 9 ans, et c'est incroyable comme elle est différente, en fait, comme le son est différent. Et j'ai travaillé certains de mes romans avec plusieurs enfants. Ce qui est très troublant quand on prend le langage d'un enfant de 9 ans, en fait, c'est qu'il est changeant. Et il ne peut pas être le même tout au long d'un roman. C'est-à-dire que, par exemple, dans L'été des Lucioles, il y a une scène qui peut paraître incroyable, qui est le fait que Victor, qui est plutôt un petit enfant futé et malin, ne sache pas d'où ils viennent aujourd'hui en 2014. C'est vrai. Tous les enfants ont entendu parler de la petite graine. Et oui, pourtant, pas lui. Quand je suis allé faire des rencontres avec les écoles, et notamment une à Nice, j'ai posé la question et j'étais très surpris par les réponses. Beaucoup d'enfants ignoraient absolument d'où ils venaient. Je crois que c'est une question à la fois d'éducation, de ce qu'ils entendent ou pas à l'école, de ce qu'ils ont envie de comprendre. Et ce qui nous paraît évident, eh bien, ne l'est pas forcément pour un enfant de 9 ans. Et ça m'amusait beaucoup de faire croire qu'à 9 ans, aujourd'hui en 2014, eh bien, un enfant de 9 ans n'avait pas encore entendu parler de la petite graine. Et oui, oui, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Voilà, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et puis surtout, à 9 ans, c'est un âge où, en général, on ne juge pas, on essaye de comprendre. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, parce que plus on grandit, plus on a comme moi d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres, on a des avis un peu tranchés surtout, des opinions souvent un peu toutes faites, et on est beaucoup moins curieux des autres. Alors que les enfants de 9 ans ont cette acuité, cette curiosité, qui est un mélange à la fois d'innocence et de naïveté, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens de la curiosité et de l'humain. Ils sont beaucoup plus humains que nous, en fait, voilà, en gros. On essaie d'enlever certains préjugés, mais parfois c'est dur. Moi, c'est un point commun que j'ai avec les enfants de 9 ans, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à juger les gens. J'essaye de comprendre toujours. J'essaie de leur trouver des excuses. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je pardonne très facilement. J'ai pas cette aptitude-là des adultes en général. C'est peut-être pas plus mal. Donc vos romans sont graves et légers à la fois, et vous faites passer le grave grâce au léger, en fait. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça, et je pense que si j'écrivais des romans avec une voix d'adulte, ils seraient beaucoup plus sombres que je le voudrais. C'est pour ça que la voix de l'enfant est à la fois une sorte de distance que j'ai trouvée. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique dans la vie en général, et j'ai beaucoup de mal à affronter l'autofiction, par exemple, tandis que par le biais de la voix d'un enfant de 9 ans, j'ai compris que je pouvais faire passer un certain nombre de choses qui m'importaient et dont j'avais envie de parler, mais qui prennent une dimension, je dirais presque légère à travers la voix de l'enfant, qui dédramatise absolument tous les thèmes, et qui les intègre à la vie quotidienne de tous les jours, comme les deux mamans, par exemple, de Victor dans L'été des Lucioles. Au fond, il les a totalement intégrés à sa vie et il ne se pose absolument aucune question d'ordre éthique sur le fait d'avoir deux mamans. Et justement, ça c'est extraordinaire, il se pose pas de questions, il dit voilà. Et je me dis, mais comment ça se fait que, justement, c'est ma prochaine question, vous avez gardé ce côté curieux de l'enfant, justement, l'enfant de 9 ans, qui veut comprendre, qui se pose des questions, mais il n'y a pas le côté cruel, parce qu'effectivement, les enfants sont parfois cruels. Alors, il y a parfois dans mes romans certaines formes de cruauté, mais par contre, il y a une chose à laquelle je me suis toujours interdit d'entrer, parce que quand j'ai commencé, j'ai écrit 4 romans, mais en 20 ans, et en 20 ans, la langue d'un enfant de 9 ans et sa vie en général, vous imaginez un enfant en 1991, quand j'ai publié mon premier roman, c'est pas le même. En 2014, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout a changé. Les jeux, le fait de regarder la télévision,
les vêtements, l'éducation, tout a été modifié. Et de plus en plus, les enfants que je rencontre, que ce soit des enfants de familles modestes ou de familles aisées, ont un point en commun, c'est qu'ils ont ils ont une tendance très nette à dire énormément de grossièreté, et ça c'est une chose que je me suis toujours interdit à travers mes romans. Moi, mes enfants sont bien élevés, sont bien élevés. Vous espérez. En tout cas, ils utilisent pas trop ce langage-là. Par contre, il y a une forme de cruauté. Il y en avait, par exemple, la cruauté était très présente dans Papa et Maman sont morts. Ah bah c'est le seul que j'ai pas lu. Voilà. Il y avait beaucoup de cruauté dans celui-ci, et il y en a de temps en temps dans mes romans, parce que dans, par exemple, Autobiographie d'une courgette, ils sont pas toujours très tendres non plus entre eux. Ils se balancent aussi quelques vacheries. Donc, la cruauté de l'enfant est très présente. Et dans des nouvelles que j'ai écrites et publiées dans des journaux, notamment une qui s'appelle La Petite Dernière, où j'ai pris la voix, cette fois-ci, d'une petite fille, ce n'est que ça. La Petite Dernière, c'est une petite gamine absolument atroce, qui est absolument horrible avec son école, ses parents, ses amis, et elle fait tellement peur à tout le monde que personne n'ose lui dire quoi que ce soit, et qu'au fond elle gagne par cette cruauté insatiable qui est la sienne, de vouloir faire du mal sans cesse autour d'elle. Donc la cruauté, c'est quand même quelque chose que j'ai utilisé dans certains de mes romans et aussi dans mes nouvelles. Oui, bah alors les nouvelles, je les ai pas lues, et Autobiographie d'une courgette, ça fait longtemps, mon blog n'existait pas, donc il faudrait que je le relise. Il faudrait, si vous voulez, la cruauté, je veux pas qu'elle soit gratuite, si vous voulez, il faut qu'elle corresponde à quelque chose. l'histoire. Par exemple, dans L'été des Lucioles, qui est un roman peut-être plus léger que grave, la cruauté ne s'y prêtait pas. Elle est, par exemple, dans la description, je trouve, du personnage de Gusta, qui est la chaperonne de la petite Christine. Oui, c'est vrai. Considérée comme une affreuse sorcière, vilaine, une vieille chouette. Ils sont pas très tendres avec elle. Non, c'est vrai. Les enfants ne sont pas gentils avec elle et n'essaient pas de la comprendre. Et je crois que c'est d'ailleurs un adulte qui leur dit, mais faites attention, c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est la maman. C'est la maman qui leur dit, vous devriez pas être aussi dur. Elle a peut-être eu une vie difficile. Enfin, elle a peut-être des raisons. Voilà, et qui essaie justement de remettre les choses à plat parce qu'elle apparaît comme une absolue vilaine sorcière jusqu'au bout du roman. Vos personnages, justement, sont très attachants. Ils ont toujours quelque chose à raconter, même quand ils semblent négatifs. Par exemple, le père de Victor, François, je l'ai tout de suite trouvé sympathique, parce qu'il est paumé, mais il éveille la compassion. En fait. C'est bien de dire ça, parce qu'il faut qu'il soit sympathique. C'est pas parce qu'il a le syndrome de Peter Pan et qu'il achète des vêtements trop grands pour ses enfants, qu'il ne se souvient pas toujours de la taille des vêtements de ses enfants, qu'il faut pour autant qu'il soit antipathique. Il faut qu'on l'aime pour ce côté, en effet, un peu paumé, un peu largué, parce que en même temps, quand il est avec ses enfants, qu'il soit avec Victor ou avec Alicia, il est un vrai père, quoi. Il a la tendresse des pères, il a l'attention des pères, et il a, on le comprendra in fine, des raisons de ne pas vouloir grandir, en fait. Il est absent dans le roman, mais il fallait pas qu'il soit conçu comme un personnage antipathique. Mais on la sent, la blessure, même si on ne la comprend pas, on la comprend après, mais on la sent quand même, en fait. Il faut parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme amener les gens vers quelque chose, donc il faut bien que le lecteur s'interroge sur les raisons pour lesquelles ce père se conduit ainsi. On doit se poser des questions à un moment donné au long du roman et se dire mais pourquoi il est comme ça, quoi. Oui, il faut pas que ce soit fait de manière trop abrupte, sinon ça marche pas. On va dire l'auteur il fait n'importe quoi. J'aurais été la première à le dire. Je donne des fausses pistes aussi. Oui, c'est vrai, oui. Et pareil pour Alicia, je l'ai trouvée très fragile en fait. Elle se cherche, mais on voit très bien qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans ce qu'elle fait. C'est vrai. Alors Alicia, par contre, c'est le contraire. Je voulais au départ que le lecteur ou la lectrice la trouve assez antipathique, parce que elle fait des fugues. Oui. Finalement, sa mère finit par s'y ranger d'une certaine manière. On imagine que c'est pas facile pour des parents d'avoir une fille qui disparaît 3 jours. Non, c'est pas facile. En disant c'est pas le bon. Elle n'est pas toujours très tendre avec son frère. Elle est plongée dans ses textos. Elle court après tous les garçons. Donc on pourrait la considérer au départ comme un personnage peut-être le plus antipathique. Au début, oui. Au début. Et en fait, ce qui me plaisait beaucoup, à l'image des papillons du roman, qui pour moi symbolise la métamorphose, bien sûr, qu'elle change, elle aussi, comme l'ensemble des personnages, et qu'elle se transforme d'une certaine manière, comme un papillon en chrysalide, qu'elle finisse par devenir non seulement quelqu'un de bien, qui va aider son frère, elle est une des clés du secret final.
Donc elle connaît des choses, elle sait des choses, et d'une certaine manière, Victor va lui devoir beaucoup à la fin du roman. Et puis, de toute façon, elle a certains moments de tendresse au milieu. C'est une romanesque qui s'ignore, c'est-à-dire qu'elle Oui. elle est persuadée que, voilà, elle a horreur des films romanesques, mais elle les regarde jusqu'au bout. Eh oui. Voilà, elle est comme beaucoup d'adolescentes fascinée par les films de vampires, de loups-garous, etc., pour se faire peur. Mais en même temps, voilà, puis elle refuse de s'avouer comme quelqu'un de romanesque. Et en même temps, on découvre qu'elle court peut-être après tous les garçons, mais qu'elle n'en fait pas grand-chose. Ben non, en fait. C'est ça qui est intéressant finalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les adolescents, quand vous les interrogez sur leur sexualité, vous êtes très très étonnés de ce qu'ils peuvent vous dire. Ils peuvent vous dire des choses extrêmement trash et directes. Donc ça me plaisait de faire une adolescente qui soit un peu perdue, un peu paumée d'une certaine manière par rapport à tout ça, mais qui a une idée bien précise en tête de ne pas se donner au premier venu comme ça. Oui, elle le dit d'ailleurs. Hein. Et puis c'est un âge, si vous voulez, difficile, l'adolescence. C'est un âge, quand on a 9 ans par exemple, à 9 ans, on veut absolument ressembler à tout le monde. On veut être dans la masse. Tandis que dès qu'on est adolescent, c'est le contraire. On veut être montré du doigt. C'est l'âge où on commence à être rebelle, à être différent. On veut être différencié des autres. C'est totalement différent. Les 6 ans d'écart que Victor et Alicia ont est très important dans le roman, alors que dans la vie adulte, 5 ou 6 ans de différence dans un couple, c'est rien. Dans une interview, vous dites que la baronne vous touche particulièrement. Je l'aime beaucoup aussi, parce que je pense qu'elle a su évoluer tout en gardant ou en retrouvant certains bons côtés de l'enfance. Oui, c'est un de mes personnages préférés, sinon peut-être celui que je préfère dans le roman. C'est vrai, parce que la baronne, en fait, elle a à la fois certaines facilités, elle a une vie difficile, puisqu'elle a perdu quand même son mari et ses 2 enfants. Donc une femme blessée par la vie, et surtout, elle a une conduite de vie qui est très étonnante, puisque elle est empêtrée par son éducation, ce qui fait qu'elle aurait pu devenir la meilleure amie de Félicité, qui est donc la tante de Victor, la sœur du père de Victor, mais son éducation l'a empêchée d'aborder Félicité. Et elle le regrette. Et elle le regrette quelque part, parce que elle s'est contentée de l'observer et de bien l'observer. Elle sait quand même beaucoup de choses sur Félicité. Cette femme, évidemment, dont on ne veut pas lui parler dans sa famille, une mauvaise personne. Elle en sait beaucoup, et je trouve que c'est un personnage à la fois déroutant, qui ne correspond pas forcément à l'image qu'on se fait d'une baronne. En même temps, elle a tout de la baronne, parce qu'elle a l'éducation, elle a d'une certaine manière un certain nombre de principes aussi, mais elle va donner beaucoup d'éléments à Victor, et on pourrait croire à un moment donné que ça ne va que dans un sens, mais Victor va lui faire un très beau cadeau. Ah, il l'aide beaucoup, Victor, oui. Il l'aide beaucoup aussi, il lui rend ça. Et puis en plus, je crois que ce sera probablement l'objet de mon prochain roman. Je suis très fasciné par la relation du 3e âge et des enfants, parce que je trouve qu'elle est très complémentaire. On voit bien la relation entre les grands-parents et les petits-enfants, par exemple, dans la vie de tous les jours. Il y a un saut de génération, il y a une complicité folle entre les petits-enfants et leurs grands-parents généralement. Les grands-parents sont beaucoup plus permissifs, comprennent beaucoup mieux, acceptent mieux les choses, sont beaucoup plus complices. J'en ai beaucoup discuté avec Janine Boissard. Et puis elle écrit beaucoup là-dessus. Qui a 10 petits-enfants, et quand Janine, qui est vraiment une amie proche, a lu la première version de L'été des Lucioles, il y avait à ce moment-là 2 chapitres avec la baronne, et elle m'a dit, il faut absolument que tu en fasses un 3e. Elle a eu raison. Elle a eu raison. C'est un des raison. chapitres qui a été rajouté, et qui est probablement d'ailleurs des trois rencontres, la plus importante est celle où Victor va lui faire un très beau cadeau. C'est le chapitre où elle crache par terre. Alors oui, et puis en même temps, elle dit elle-même qu'elle n'en revient pas de faire une chose pareille, mais elle se laisse entraîner par Victor. Par Victor. Et c'est ça qui a du charme aussi, évidemment. Ça, j'ai vraiment aimé. Effectivement, hein, Janine Boissard, elle écrit beaucoup là-dessus. Moi, j'adore la série des Babous. Hein. Oui, puis elle s'y connaît. On passe beaucoup de temps ensemble avec Janine, qui a une maison du côté enfin en Normandie, donc on y va souvent. On va souvent la rejoindre dans l'année, et on passe beaucoup de temps avec non seulement ses enfants, mais ses petits-enfants. Et donc je les vois bien vivre, ces adolescents, l'été, et je me suis beaucoup inspiré d'eux, de tous d'ailleurs, pour le personnage d'Alicia. Alors je dois quand même vous avouer qu'il n'y a que la mère de Victor que j'ai pas réussi à vraiment apprécier. Eh bien, pourtant, la mère de Victor, c'est la seule qui a vraiment les pieds sur terre. Mais justement, je trouve pas.
C'est le seul personnage qui est très équilibré, qui sait à peu près ce qu'elle veut, en gros. Mais je la trouve obstinée. Évidemment, qui a cette passion inouïe de la lecture. Oui, alors là j'étais contente, mais après je la trouve très obstinée. Je trouve qu'elle n'aide pas du tout le père. Je trouve qu'elle est pas maternelle. Parce que elle n'aide pas le père parce que on sent pourtant qu'elle l'aime encore, mais elle ne l'aide pas parce que il faut pas oublier non plus si dans la vie, dans une vie imaginée de vivre avec une personne comme ça, oui, irresponsable à ce point, c'est dur, des factures et qui risque de faire couler votre librairie. C'est très elle dur. a pris les distances nécessaires qu'il fallait avec son mari et pourtant, on sent qu'elle a encore de la tendresse pour lui. Mais en même temps, elle a pris des distances justement pour s'équilibrer et pour ses enfants. Elle l'a fait aussi pour ses enfants, elle le dit d'ailleurs à un moment donné. Mais justement, je la trouve pas très maternelle. Ah si, moi je la trouve assez maternelle. Alors c'est marrant parce que c'est, de tous les personnages du roman, Oui. celle que les blogueurs et les blogueuses préfèrent. Sauf moi. Oh bah ça alors. C'est Elisabeth. Et ils me le disent régulièrement parce que, pour une raison très simple, c'est parce qu'elle tient pratiquement toujours un livre entre ses mains Oui. et que ça leur dit quelque chose. Ah oui, moi au début c'était ça. Puis après je dis oui, Voilà. mais... Et par contre, j'aime bien Pilar. Voilà. Et Pilar, qui elle est Pilar, maternelle. elle est, on va dire, elle est dans un registre très différent parce que Pilar, en même temps, elle est complètement rattachée à cette enfance et quelque part, elle est même déracinée par cette enfance qu'elle a connue en Argentine. Je me suis d'ailleurs profondément inspiré d'un ami à moi qui est un peintre argentin et qui a connu ça, qui a connu cette enfance déracinée, qui a dû quitter l'Argentine comme beaucoup d'autres au moment des faits politiques et donc sa famille a tout perdu. Et donc il a une nostalgie incroyable de cette enfance-là et il peint cette nostalgie en peignant des paysages de son enfance comme le fait Pilar en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle fait. Mais elle est... Des tableaux en fait empruntés à mon ami argentin. Ah d'accord, mais c'est bien de s'inspirer comme ça. Mais elle est aussi très maternelle, je la trouve plus maternelle que Claire en fait. Ben, elle est peut-être plus disponible aussi en dehors des matins où elle peint, c'est peut-être ça aussi, tandis que Claire, elle est comme beaucoup de libraires qui veulent absolument être dans le temps et qui veulent absolument lire, parce qu'il y a tellement de livres qui paraissent, on oui. est tous persuadés qu'on va passer à côté d'un bon livre. C'est vrai. Elle est comme beaucoup de libraires qui se donnent à fond dans son métier. Je me suis d'ailleurs inspiré d'une libraire qui existe et qui lui ressemble beaucoup et qui passe leur temps, si vous voulez, à lire. Elle a quand même du temps et elle passe du temps avec ses enfants, elle s'en occupe quand même, mais elle a une passion qui est les livres, quoi. Enfin, vraiment, elle peut pas s'empêcher de passer sa vie avec un livre à la main. Alors ça, je la comprends, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop? Alors, c'est probablement la raison pour laquelle Victor décide, lui trouve en effet que c'est pas assez, et c'est pour la raison pour laquelle il décide d'écrire un roman qui s'appelle Les Lucioles, pour qu'elle le prenne entre ses mains, qu'elle le tienne entre ses mains comme les autres livres, qui lui donnera le sentiment, en effet, qu'elle prendra le temps de s'intéresser à lui, à ce qu'il a fait. Voilà, oui, il y a ça aussi. Parce qu'apparemment, j'avais pas trop non plus apprécié la mère de Simon dans Au pays des kangourous. Alors c'est différent parce que dans Au pays des kangourous, c'est vraiment un personnage que j'ai eu d'ailleurs un petit peu de mal au départ à mettre en place parce que Carole, qui est la mère de Simon dans Au pays des kangourous, est vraiment une mère qui ne sait pas montrer son amour et son affection, qui ne sait pas prendre son fils dans ses bras. Oui, elle là, sait. C'est beaucoup plus dur. Là, c'est vraiment... Carole est une anti-mère, c'est quelqu'un... Oui. Alors, elle a des excuses, parce qu'on le comprendra plus tard, elle a des raisons pour lesquelles elle a ce manque d'affection et pour lesquelles elle n'arrive pas, au fond, à aimer son fils. Sauf que moi, je ne lui ai pas pardonné quand même. Mais... Carole n'est pas Claire. Claire est quand même une mère qui fait beaucoup plus attention à ses enfants, qui s'en occupe bien et qui est quand même présente. Dans au moins 2 de vos romans, apparaît une pointe de surnaturel. Pourquoi avez-vous choisi cette façon de faire? Parce que à la fin du roman, Victor dit la vie sans magie, c'est juste la vie. Et je trouve que on a plusieurs façons de mettre de la magie dans sa vie. On peut simplement tout d'un coup apprécier une belle journée pour ce qu'elle est, avec un beau soleil dans un ciel bleu. La magie peut être au sens premier du terme, c'est-à-dire ces petits bonheurs fugaces qu'il faut attraper, ça fait partie de la magie. Et puis la magie, elle peut être de l'ordre de quelque chose qui pourrait être en effet du fantastique, mais je trouve qu'il faut que le fantastique à ce moment-là soit intégré au roman
comme quelque chose qui serait presque, je dirais presque, parce que je ne peux pas dire que ça l'est complètement, mais qui serait presque naturel. C'est-à-dire que, au fond, au moment où on découvre l'aspect naturel du roman, enfin l'aspect fantastique du roman, on se dise pourquoi pas. Il ne faut pas que ça heurte à la lecture, où tout d'un coup on ne va pas dévoiler évidemment la fin du roman, mais en même temps, il faut que le lecteur il soit amené doucement, et d'une certaine manière, il devait déjà y penser en partie, et d'une certaine manière, il doit trouver ça normal. Ça me l'a fait dans l'été des Lucioles, mais pas dans Au pays des kangourous. Alors, dans Au pays des kangourous, c'est normal parce que le personnage de Lily est un personnage que les lecteurs ont... Tout le monde a essayé de savoir qui était Lily. Est-ce qu'elle était vivante? Est-ce qu'elle n'était pas? Est-ce que c'était un fantôme? Est-ce que c'était un ange gardien? Est-ce qu'il inventait dans sa tête? Donc, toutes les questions ont fusé un peu de toutes parts. Et pour moi, c'est tout simplement... un ange gardien, c'est quelqu'un qui veille sur Simon. Voilà, je pense qu'on a des anges gardiens plus ou moins visibles, souvent invisibles évidemment, mais on a des gens qui font attention à nous et qui veillent sur nous, ça j'y crois. Ça c'est possible, hein. Moi je sais pas trop parce que je suis très rationnelle, mais je me dis que parfois c'est possible. Moi je le suis, mais j'avais une grand-mère médium. Ah oui, donc... J'avais une grand-mère quand j'étais petit qui faisait tourner les tables et même valser dans les pièces les unes après les autres. Donc j'ai vu des choses enfants absolument impressionnantes. Et donc, je crois que certaines choses sont de l'ordre du possible, en étant quand même relativement rationnel. Oui. J'aime cette idée, vous savez, comme ce metteur en scène indien qui a fait Sixième Sens, qui a fait Signe, qui a fait ces films magnifiques. Au fond, il a intégré le fantastique à la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, et je trouve que c'est une très très belle idée. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais parfois on retrouve une ambiance un peu de Barbara Constantine. Vous la connaissez Alors, je la connais, je l'ai croisée dans plusieurs salons. Elle est extrêmement sympathique, mais je n'ai jamais lu ses livres. Par contre, il faut vous dire que comme vous le savez, j'ai un métier à côté où je lis les livres des auteurs. Les autres. Malheureusement, j'ai très peu de temps dans l'année pour lire les livres que j'aimerais lire, ou même de mes amis, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis écrivains, et je n'ai pas toujours la possibilité de les lire. Mais c'est plutôt un compliment, je le prends plutôt comme un compliment. Alors, si vous deviez en lire un, à mon avis, ce serait Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom. D'accord, oui, ça me dit quelque chose, absolument. C'est celui, c'est un enfant, donc, il a 11 ans, il a pas 9, enfin, je crois qu'il a 11 ans. Ça se touche encore à voilà, c'est encore. Ouais. Que diriez-vous de version audio de vos romans? C'est-à-dire une version lue par... quelqu'un, c'est ça? Eh oui. Mais j'en ai eu des versions audio. J'en ai eu parce que, notamment, j'en ai eu pour Au pays des kangourous. Il y en a une qui existe à la bibliothèque de Suisse. C'est une association, en fait, qui l'a faite. Oui, je sais, je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Une très bonne idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir lire, mais d'entendre. Et comme c'est des romans, je crois, assez visuels, je pense que les enregistrer sous une forme audio est une bonne idée. Ne serait-ce que pour faire donner accès à la lecture à des gens qui l'ont peut-être moins. Moi, tout ce qui peut donner envie aux gens de lire davantage, je trouve que c'est une bonne idée de toute façon. Mais alors, du coup, il y a des associations qui l'ont fait, mais si, par exemple, un éditeur comme Audiolib, ou, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais des éditeurs comme ça vous proposait, est-ce que, par exemple, vous tiendriez à ce que ce soit un certain comédien qui lise? Il faudrait que ce soit un enfant, je pense. Ou alors une jeune fille comme Adeline Chetaille qui pourrait prendre une voix enfantine. Est-ce que vous J'ai jamais songé, mais j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faudrait trouver un enfant plus qu'un comédien. Et un enfant, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut qu'il ait le ton juste, et un comédien, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut garder le ton de cet enfant. J'ai eu la chance d'avoir une adaptation d'Autobiographie d'une courgette qui a été un très joli film de Luc Béraud. C'est passé sur France 3 et ça repasse d'ailleurs régulièrement. Et c'est un très joli film avec Daniel Russo et qui joue le rôle du gendarme. Et ils ont fait un rapprochement entre le gendarme et l'enfant. Et ils ont trouvé un enfant exceptionnel. Je pense que le langage de l'enfant est particulièrement imagé déjà et se prête souvent à l'image. J'espère par exemple, et ça c'est les professionnels qui en décideront, j'espère que L'été des Lucioles deviendra ou un téléfilm ou un film par exemple. Ça je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Ah oui, ça s'y prête beaucoup. Ça s'y prête beaucoup plus qu'Au pays des kangourous par exemple. Oui. Il y a des projets mais pour le moment on n'a pas plus avancé avec l'éditeur, c'est un petit peu tôt. Parce que le roman, oui, il est sorti en janvier. Donc fin janvier en plus, donc voilà, c'est en cours mais pour le moment
c'est un petit peu tôt pour en parler. Donc, comme vous disiez, dans votre prochain roman, votre jeune héros côtoiera des personnes âgées. Pouvez-vous en dire un peu plus ou pas? Je peux juste vous dire que je vais le commencer cette année, ça c'est sûr, et qu'il y sera question de maison de retraite. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. D'accord. Eh bien, vivement le prochain. Ça sera pour 2016, parce que vous savez, un roman tous les 2 ans, moi ça me convient très bien. Il faut du temps pour les écrire, ça s'écrit pas comme ça. Et puis c'est bien de se faire un peu oublier aussi entre deux. Oui, pas être trop présent, voilà, si possible. Et d'ailleurs, vous êtes également attaché de presse, donc ça doit vous prendre beaucoup de temps. Voilà, je dirige une agence de communication même, donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et mes week-ends, je passe souvent mes week-ends au bureau. Vous serez chez Mola le 10 avril à 18h. Oui, ce qui me réjouit absolument, c'est la première fois que je vais être chez Mola, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il m'invite. Ça vient d'un libraire qui a beaucoup aimé l'été des Lucioles et ça m'a vraiment enchanté. Je suis heureux d'être à Bordeaux et d'être invité par Mola. Pour moi, ça a été une très jolie surprise et heureuse surprise. Ah, mais nous aussi, on est très contents, mon mari et moi, et on y sera. J'espère bien, Elisabeth. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Merci d'avoir répondu et de m'avoir accordé du temps. Je vous en prie.